Pour accueillir l'argent, encore faut-il avoir la place de l'accueillir. L'argent, est-ce que c'est la prospérité? Est-ce que c'est la richesse? L'argent, est-ce que c'est seulement une énergie? Est-ce que c'est plus que ça? Je sors d'un gros moment de méditation. Ouais, et après avoir médité, je me touche les cheveux, c'est comme ça. J'ai canalisé des choses intéressantes sur l'argent. J'ai compris aussi pourquoi beaucoup d'hypersensibles ont du mal avec l'argent. Parce que je vais essayer de refaire les choses dans l'ordre. Déjà, premier mensonge. On va commencer par les mensonges. Premier mensonge, c'est de penser que vous êtes Dieu. C'est de penser que Dieu sommeille à l'intérieur de nous. Parce que comme Dieu est partout, voilà, comme le grand tout, l'univers, la vie, l'amour, appelle ça comme tu veux, tu vois, comme on considère que c'est partout, on considère que c'est aussi à l'intérieur de nous, et donc nous sommes Dieu. Bon, là, on est sur de la gnose, mais on est aussi sur finalement un mensonge qui nous empêche d'accéder et de débloquer notre potentiel. J'en ai lu des tas des livres là-dessus. Il y a des livres vraiment super intéressants. Le problème, c'est que ça mélange la vérité avec le mensonge. Donc, il y a la vérité qui fait qu'on se dit que le livre est génial, et puis il y a le mensonge qui fait que de toute façon, on ne passera pas le niveau du dessus. Ça va pas plaire à tout le monde, ce live. Hein. De toute façon, les lives ne plaisent pas à tout le monde. Mais il faut comprendre une chose, c'est que et ça, je le répéterai jamais assez, je le répète beaucoup en consultation, je l'ai répété dans des vidéos, dans des lives. Un secret pour comprendre votre vie, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est dedans est dehors, ce qui est en haut est en bas. Donc, ce qui se passe à l'extérieur de vous est ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Ça veut dire que si vous vivez des conflits extérieurs, c'est que vous avez un conflit intérieur. Si vous vivez de la manipulation à l'extérieur, c'est qu'il y a une part de vous qui vous manipule. Si vous êtes rejeté à l'extérieur, c'est que vous vous rejetez vous-même. Et en fait, j'attire ces situations-là, et même je les valide parce que je valide mon propre rejet, ma propre manipulation, ma propre pauvreté, mon propre blocage en fait à l'extérieur. Je valide mon blocage intérieur via des situations extérieures que je vais parfois provoquer, parfois attirer. Parfois, je vais avoir des comportements en fait indirects qui vont générer ça, qui vont alors alourdir mon karma. Bon. Mais quand on parle d'argent, souvent on dit blocage. La personne a un blocage avec l'argent. La question est quel est le blocage intérieur que cette personne vit. Et bien souvent, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a un blocage émotionnel. Les émotions ne circulent pas. Cette personne, elle a des colères refoulées, elle a du chagrin refoulé. Elle prend sur elle. Ce sont souvent des gens qui ont des douleurs, d'accord? Très souvent, des gens qui ont des douleurs physiques, des douleurs dans le dos, la gorge, des problèmes de digestion, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils ont mal dans les mains, dans les bras, ils se cassent des choses. Une dame la dernière fois qui vient me voir, qui me dit ouais j'ai souvent mal aux chevilles et tout, puis là je viens de me péter le talon d'Achille. Bon, c'est que le blocage commence à s'aggraver gravement. Et en fait, c'est intéressant de se dire, si j'ai un blocage dans ma vie, au niveau de la prospérité, et là on va parler de l'argent, mais il y a d'autres domaines de vie, bien entendu, mais on va parler de l'argent, d'accord? Si j'ai un blocage avec l'argent, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un blocage moi-même avec mes émotions. Donc comme les émotions ne peuvent pas circuler normalement, l'argent ne peut pas circuler. Comme mes émotions ne circulent pas, je porte un lourd fardeau. Je porte un très lourd fardeau.
Je porte sur moi, sur mes épaules, dans mon cœur, dans ma tête. Je porte à l'intérieur de moi quelque chose que j'arrive pas à régler si c'est dans la tête, à porter si c'est sur les épaules, à exprimer si c'est la gorge, le cœur, voilà. Ou à expulser si c'est effectivement à partir de tout ce qui est le ventre, l'utérus, voilà, le bassin. Quelque chose dont j'arrive pas à partir ou quelque chose que j'arrive pas à fuir dans ma vie si c'est les jambes. Voilà, et les chevilles sont en lien avec... Ah, j'ai bossé là-dessus il n'y a pas longtemps. Les chevilles, c'est le fait de retenir quelque chose, ne pas accepter une rupture, une séparation avec quelque chose ou quelqu'un qui nous tient à cœur, mais à un point, comment dire, ça donne du sens à notre vie. Par exemple, euh, dernièrement, moi j'ai eu des... Je me suis fait mal au talon d'Achille. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Et j'avais prié pour avoir des réponses en plus. Donc ça, c'était ma réponse. Je me suis fait mal au talon d'Achille. Et en fait, ce qui est venu, c'est ma résistance à lâcher prise sur les relations sentimentales. Je voulais pas abandonner ce domaine de ma vie. Je voulais pas renoncer à ça. Je voulais pas me dire, c'est bon, stop. Tu vois, on fait une pause. Enfin, on fait une pause, c'est même pas... Voilà, on n'est pas sur une pause. Mais je pense que certaines femmes comprendront. Les hommes aussi, d'ailleurs. Mais là, on est sur autre chose. Et donc, parfois, il y a des parties de notre corps qui nous disent t'arrives pas à lâcher une émotion, t'arrives pas à lâcher une relation, t'arrives pas à lâcher un domaine de ta vie, t'arrives pas à abandonner quelque chose qui te fait souffrir, t'arrives pas à exprimer ce que t'as exprimé, t'arrives pas à exprimer ta vérité, t'arrives pas à exprimer ce que t'as sur le cœur, t'arrives pas à libérer ton chagrin. Sachant que c'est très intéressant aussi d'aller voir ça au niveau de la verticalité, c'est-à-dire que, imaginons le cœur. Bon, t'as des soucis là, par exemple quand tu respires, ça te fait mal dans les côtes ou ça te fait mal dans le dos. Bon, t'as des douleurs par exemple cervicales dans le dos, tu vois, entre les omoplates, imaginons ça. Ça reste au niveau du cœur derrière, parce que le chakra du cœur, il y a devant et il y a derrière, d'accord. Il y a je réceptionne et il y a je donne. Il y a l'entrée et la sortie du chakra, si tu veux, devant et derrière, tu vois. Donc suivant comment est foutu ton chakra et ce que tu as vécu, bah, le je donne et je reçois peut être devant ou derrière, parce qu'il y a des chakras inversés des fois. Voilà. Et donc des fois, les gens ils me disent ouais j'ai mal au dos, donc ça peut pas être mon cœur. Oui mais si en face de l'endroit où tu as mal au dos c'est ton cœur, ton problème c'est le chagrin. Voilà. Si en face de là où tu as mal dans le dos, de l'autre côté, il y a le ventre, bah, c'est ton problème, c'est qu'il y a un truc que tu digères pas émotionnellement. Voilà. Et en fait, laisser ces émotions circuler, ça demande de lâcher l'armure, lâcher le contrôle, lâcher le jugement. Arrêter de se critiquer, se donner le droit de vivre ses émotions. Arrêter, lâcher la blessure d'injustice aussi. C'est lâcher la colère, parce que la colère est une émotion de résistance. La colère, c'est la non-acceptation de l'impuissance. Je veux me sentir puissant, donc je me dirige vers la colère. Mais sous la colère se situe la tristesse ou la peur. Et donc il faut aller regarder sur ces deux émotions d'impuissance, plutôt que d'aller sur la colère, l'injustice et le rejet, qui sont, on va dire la colère et l'injustice, qui sont des émotions secondaires de puissance, qui sont en fait des émotions égotiques. Voilà. C'est pas des émotions du corps, c'est des émotions égotiques. Donc on est déjà sur autre chose. Tu vois. Autre chose par rapport à l'argent, il faut aller voir aussi, est-ce que tu as la place d'accueillir l'argent? Parce que, tu sais, des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est riche. Hein. Si tu as du temps, si tu as des amis, si tu as ce qu'il faut pour vivre, etc., tu es riche.
Si tu... je veux dire, t'as pas besoin d'avoir des enfants, t'as pas besoin d'avoir une famille, t'as pas besoin d'avoir tous les éléments en fait pour être riche. T'as même pas besoin d'avoir d'argent pour être riche. Mais on en veut plus. Tu vois, tu vas dire par exemple, bah voilà, moi je gagne 1 500 € par mois. On va imaginer ça, tu vois. Je galère. Bon, ok, j'ai un peu de temps pour moi de temps en temps. J'ai quelques amis, mais c'est tout ce que j'ai. Imaginons ça. Tu vois. Bon. Mais t'es riche. Mais t'en veux plus. Ce qui peut être tout à fait compréhensible. Tu te dis, mais moi je veux tout ça, mais avec plus d'argent. Parce que là, je galère trop et ça crée trop d'insécurité chez moi, vis-à-vis du futur, vis-à-vis du présent, vis-à-vis de tout. Voilà. Bon. Donc la question, elle est là. Elle est, ce plus, est-ce que tu es prêt à le recevoir? Alors tu vas me dire, oui, je suis prêt à le recevoir, je valide. Valider et vouloir quelque chose, ça ne veut pas dire être prêt à le recevoir. Tu vois? Je te donne un exemple. Tu veux un enfant. Il va falloir être capable de le recevoir. Il va falloir avoir une chambre en plus. Il va falloir avoir un budget. Tu vois? Il va falloir budgéter. Il va falloir pouvoir l'accueillir parce que tu crées un espace sur plusieurs dimensions pour accueillir. L'argent, ça marche pareil. Même truc. Même, voilà, même combat. C'est la même histoire, c'est un projet d'accueil. Donc, à chaque fois que tu veux accueillir plus dans ta vie, que ce soit de l'argent, que ce soit autre chose, que ce soit un enfant, que ce soit un projet immobilier, que ce soit un travail, que ce soit un animal, ben, il faut avoir les moyens de l'accueillir. Et il faut avoir préparé ça avant d'accueillir ce que tu veux accueillir. Avec l'argent, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que moi, ça me rappelle quand j'ai acheté mon cheval, j'avais la place. Alors, j'avais fait en sorte de sortir de l'intérim pour avoir un CDI avec le salaire que je voulais. J'ai mis 2 ans à y arriver à peu près. Une fois que j'ai eu le salaire que je voulais, j'ai réservé la place à l'écurie. Et après, j'ai acheté le cheval. Sachant que le salaire que je voulais, c'était en fonction de combien coûtait l'écurie et que je puisse justement être... Voilà, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut préparer en avance. Et avec l'argent, donc je disais, ça marche pareil. Donc ça marche pareil sur 2 plans. Premier plan, c'est comment tu vas accueillir cet argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors la question, à chaque fois, on me dit, ouais, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, je vais acheter ci, je vais acheter... Non, non. Alors, du coup, les gens me disent, bah, si c'est pas ça, je vais investir dans... Non, c'est pas la question. Tu as combien de comptes en banque? Tu vas l'accueillir sur quel compte en banque? Une fois sur le compte en banque, qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il est transféré sur une épargne? Est-ce que tu veux l'investir dans autre chose? Est-ce que, tu vois, c'est plus une histoire de chemin qu'une histoire de je vais l'investir ou le dépenser. C'est quoi le cheminement? C'est quoi l'endroit où il va loger? Comment il va être réparti après? Parce que j'espère que tu mets de l'argent de côté quand même si c'est 10 balles par mois, c'est le début de la fortune. Tu peux pas, te dire je travaille sur ma prospérité si tu ne travailles pas sur ta prospérité en fait. Tu vois, si tu mets pas un peu d'argent de côté, même si c'est 5 balles, même si c'est 10 balles, si tu fais pas ça, tu peux pas dire que tu travailles sur ta prospérité. Donc, ça c'est le premier plan pour accueillir l'argent. C'est pas le plus important. Je dirais même c'est le deuxième plan, tu vois. Le premier plan, le plus important, c'est est-ce que émotionnellement, tu as suffisamment de place pour accueillir cette énergie? Parce que l'argent, ce n'est que de l'énergie. Cette énergie, elle va loger à l'intérieur de toi. Parce que cet argent, il va faire fructifier des envies, des rêves, des projets. Si tu n'as pas la place pour des rêves, des envies et des projets à l'intérieur de toi, ou de la paix, tout simplement, la paix est un projet, hein, pourquoi pas. Si tu n'as pas la place pour ça, l'argent ne viendra pas. Mais c'est pas juste que l'argent doit venir, parce que faut pas être passif, c'est pas l'argent qui vient, tu vois. C'est qu'à un moment, même si tu reçois cet argent, il va rien se passer parce que tu peux pas l'accueillir dans ton être.
Tu pourras peut-être l'accueillir sur ton compte en banque, mais pas dans ce que tu es et dans ce que tu ressens. Sauf que tout ce que tu vas faire va être dirigé par tes émotions. Émotion, c'est emotion, et c'est énergie, motion en mouvement. I de énergie, motion, mouvement. Donc ça veut dire que toutes tes émotions vont générer des actes, des mouvements, des actions de ta part. Tu vas faire des choses, tu vas prendre des décisions à travers tes émotions. Donc si tu n'as pas débloqué tes émotions, bah, tu vas avoir des actes de manque. Tu vas avoir... Cet argent, tu vas le perdre. Tu vois? Donc, le truc, c'est de se demander, est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai suffisamment déchargé mes émotions? Et la charge émotionnelle chez les hypersensibles, ils sont saturés la plupart du temps, en fait. Ils sont saturés. Et donc, ils n'ont pas la place pour accueillir tout ce qui vient avec l'argent. L'argent, ça ne vient pas tout seul. L'argent, il vient avec des projets, des envies, des investissements que tu n'as pas encore des fois. Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, cet argent, voilà ce que j'en ferai, j'ai un projet, j'ai ci, j'ai ça. Ça, c'est ce que tu penses. Tant que tu n'as pas cet argent, tu n'en sais rien du tout, en fait. Non, tant que tu n'as pas cet argent, tu n'en sais rien du tout. Parce que tu crois que tu fonctionnes à travers ta propre volonté uniquement et que tu es le maître de toi-même. Mais le jour où cet argent, c'est une énergie divine, tu vois, cette énergie divine, elle rentre dans ta vie, tu crois qu'elle n'a pas une volonté, elle aussi? Tu crois que l'argent, il ne va pas t'inspirer des choses en fonction de d'où vient cet argent, qui a touché cet argent, quelle est l'énergie de cet argent? Tu crois que ça ne va pas t'influencer? Bien sûr que ça va t'influencer. Tu vois, si cet argent, tu l'as gagné avec ton dur labeur, si cet argent, il vient du loto, si cet argent, il vient d'une épargne que tu fais depuis très longtemps, si cet argent, il vient d'une promotion, par exemple, t'as vu? Trop drôle, hein. Promotion. Si cet argent, il vient de un héritage parce qu'il y a eu un décès, tu vas pas le recevoir de la même manière. Ça va pas générer les mêmes envies, ça va pas générer les mêmes rêves en toi, et donc, les mêmes envies. Et donc, ce que tu penses là, maintenant, tout de suite, ça ne sert à rien. Ce que tu penses, ce n'est que ce que tu penses. La pensée n'est rien. Je sais, on nous dit, je l'ai lu dans plein de livres, tu vois, genre la pensée, c'est le plus important, c'est ça qui va diriger l'énergie, c'est ça qui va diriger ta vie. Oui, bien sûr, ce que je dis n'est pas antagoniste à ça. Mais si tu donnes de l'importance à tes pensées, ça les fige. Tu vois? Et donc, du coup, tout ce qui va découler de ces pensées va devenir figé. Ça n'ira que dans une direction. Et si jamais il y a autre chose qui se présente envers toi, tu vas le rejeter parce que ça n'ira pas dans le sens de tes pensées. Alors que ce qui vient vers toi, c'est peut-être un cadeau, en fait. C'est peut-être justement pour briser un peu ton ego et ramener un peu de flexibilité dans tes pensées parce que ton esprit, il est devenu trop rigide et trop fermé. Donc il faut toujours garder un esprit ouvert en se disant, ok, j'ai mes valeurs, j'ai mes principes. Mais si la vie a quelque chose à m'enseigner, il faut que je reste ouvert. Il faut que je sois prêt à apprendre. Et elle est là, la sagesse. Quelle est la sagesse que cet argent va m'apporter? Il faut garder l'esprit ouvert. Tu ne peux pas décider à l'avance de ce que tu vas faire de cet argent. Alors tu peux, hein. Mais fais gaffe parce que si ça va à... En fait, il faut vraiment se dire, la vie, c'est un équilibre entre moi et ce qui se passe. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive. Et c'est 90% comment tu le gères. Donc, essayer de contrôler ce qui nous arrive, essayer d'imposer sa volonté dans des situations, ça n'est que 10%. 90%, c'est comment tu vas gérer tes émotions,
tes décisions par rapport à ce qui est en train d'arriver. Parce que tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Voilà. Et être dans l'accueil de la vie, je pense que ça demande de l'expérience. Je pense que ça demande quand même de l'expérience, ça demande de la sagesse, ça demande d'avoir vécu des choses assez difficiles où on n'a pas eu le choix et où on y a trouvé quand même du sens pour ensuite se dire, quoi qu'il arrive, j'accueille le sens de ce qui m'arrive plutôt que d'imposer le mien. Après, il faut faire la différence. Le problème, c'est l'ego, tu vois. L'ego, il va avoir du mal à faire la différence entre le sens que tu mets sur les choses et le sens que cette expérience veut te faire comprendre. Ouais. Je vais essayer de le répéter parce qu'il n'est pas facile celui-là. Hein. L'ego va t'empêcher de faire la différence entre le sens que tu mets sur les choses et le sens que cette expérience veut te faire comprendre, indépendamment du sens que toi tu as envie de mettre, tu vois. Parce que le sens que toi tu veux mettre, c'est les histoires que tu te racontes. C'est des histoires que tu te racontes, d'accord ? Parfois, l'histoire est juste, parce que c'est la graine qui permet à ton âme de s'exprimer, tu vois. C'est ce qui va faire que cette expérience, qui peut être jugée comme négative, va te faire grandir. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, tu es en train de te raconter une histoire de merde. Voilà, ça arrive. Des fois, tu es à côté de la plaque. Et tu te racontes un truc qui est faux, et tu te mens, parce que ton ego, il sait pas quoi faire. Et il n'arrive pas à se taire et à arrêter de trouver du sens et de tout juger. Il n'arrive pas à s'asseoir dans le silence, l'ego, tu vois. Et à se dire, j'attends de voir ce que l'expérience a à m'apprendre. Et là, quand tu as un blocage avec l'argent, la question c'est qu'est-ce que l'argent veut m'apprendre ? L'argent, s'il vient pas, c'est qu'il essaie de te montrer où est-ce qu'il n'y a pas la place pour lui. Où est-ce que tu as un trop-plein ? Où est-ce que tu as un fardeau ? Où est-ce que tu portes une charge émotionnelle, mentale, tellement puissante que lui, il ne peut pas rentrer dans ta vie, en fait. Tu vois ? Parce que s'il rentre dans ta vie, de toute façon, il n'y aura pas la place de générer quoi que ce soit. Il ne pourra pas générer de désir, ni d'envie, ni de projets intéressants pour toi. Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai déjà des projets intéressants. Que tu crois ? Que tu crois ? Il y a une phrase qui m'a, oui, pratiquement toujours ramener dans quelque chose de très paisible et rabaisser mon ego, tu vois, me mettre à son juste niveau, parce que l'ego, il n'a pas besoin d'être non plus complètement rabaissé, mais juste être mis à sa juste place. Cette phrase, c'est non pas ma volonté, mais celle du Père. C'est que il y a ta volonté et il y a la volonté cosmique. Tu vois, il y a la volonté du grand tout. Et toi, t'es un petit bout de riz, tu vois, t'es un petit grain de riz dans l'univers, tu vois. Et toi, t'es là, ouais, mais moi, j'ai décidé de... T'es un petit grain de riz dans l'univers, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, apprends. Désolé, hein. On y va fort, mais tais-toi, apprends ce que la vie essaye de te raconter, de te transmettre. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en train de vivre des choses difficiles en ce moment, je suis désolée pour vous si c'est le cas. Moi-même, vous le savez, j'ai vécu quelque chose d'assez difficile dernièrement. Le mois dernier, j'ai perdu mon cheval. Certains l'ont connu, le prince d'amour. J'aurais pu choisir de détester Dieu pour ça. J'aurais pu choisir de... Sachant qu'il avait encore du temps devant lui. Hein. Il y a eu d'autres moments dans ma vie où j'aurais pu choisir de détester Dieu, de lui en vouloir, de lui dire pourquoi tu m'as fait vivre, pourquoi tu m'as fait vivre l'inceste et pourquoi tu m'as fait vivre des violences physiques et psychologiques et pourquoi tu m'as fait tomber sur... Bon.
Heureusement, mon ego s'est tu dans ces moments-là, c'est-à-dire que ces expériences ont tué quelque part mon ego, ce qui m'a pas fait de mal. Ça m'a permis de le reconstruire différemment après. Mais quelque part, être fâché contre l'univers, contre le destin, etc., c'est une façon de fuir son chagrin, de fuir sa peur, de fuir les émotions libératrices, surtout, de pardon. L'émotion libératrice de pardon est une émotion de transformation que l'on appelle tristesse. Voilà. La peur n'est pas l'inverse de l'amour, elle en est l'absence. Et la tristesse permet la transformation de la peur. Donc, accéder à la tristesse, c'est-à-dire aussi au sentiment d'impuissance, hein, le petit grain de riz dans l'univers. En fait, j'y peux rien. Et je dois juste passer à travers cette expérience en pensant le moins possible et en vivant mes émotions comme je le peux. C'est ça le défi, tu vois. Et le sens, il vient tout seul, pas toujours tout de suite. C'est vrai que les gens, des fois, ils veulent mettre du sens tout de suite, mais il vient pas toujours tout de suite, le sens. Quand on est dans l'émotion, c'est compliqué de trouver le sens, à moins que tu aies fait du travail sur toi et que tu sois capable de trouver la paix dans le chaos, tu vois, que tu aies vécu des choses suffisamment dures dans la vie, que tu aies réussi à maîtriser une partie de ton système nerveux et de tes pensées pour te dire c'est la merde, mais je ferme les yeux 2 secondes, je respire et j'écoute la sagesse. La sagesse en moi, la sagesse autour de moi, je canalise quelque chose et je m'oublie 2 secondes. J'oublie mes réactions 2 secondes pour juste être, respirer, vivre, recevoir la sagesse. Si tu es capable de faire ça, le sens, il peut venir vite. Mais c'est pas facile de faire ça. Donc quand on n'est pas encore capable de faire ça, le sens, il ne faut pas le chercher tout de suite. Ensuite, je vais parler d'une autre chose, parce que je parlais tout à l'heure de la tristesse, et je parlais de... il faut vivre son émotion. Attention à une chose. La tristesse, c'est pas la victimisation. C'est pas la soumission non plus. D'accord ? Donc, quand je dis vivez vos émotions, je dis bien vivez vos émotions. Ne vivez pas des comportements. Ne vivez pas des identités destructrices. Le triangle de Karpman, là. Bourreau, victime, sauveur. Sortez de ça. Vivez votre émotion vraie. Ne vous servez pas de vos émotions pour vous mettre en valeur, vous donner de l'importance, ou vous enfermer dans un rôle en vous disant « Ah, je suis la victime de un tel ». Peut-être que c'est le cas, mais c'est pas en le pensant que vous allez vivre votre émotion. Parce que votre émotion n'est pas liée à votre statut de victime. L'émotion de tristesse transformatrice, une émotion de phénix, hein, on va dire ce qui est, ce n'est pas une émotion... l'émotion de tristesse n'est pas liée au statut. Voilà. Ça n'est pas lié au statut de victime, ça n'est pas lié au statut de sauveur, ça n'est pas lié au statut de bourreau. Ça n'est pas lié à oh là là, ils me prennent pour la méchante, c'est pas cool, c'est pas juste. C'est pas lié à l'injustice non plus d'ailleurs. Oh là là, j'ai été victime pendant très longtemps, donc je suis triste. J'ai porté pendant longtemps le sauveur. J'ai porté pendant longtemps, j'ai aidé. Et maintenant, je tombe dans le vide parce que j'étais tellement imprégnée de ce truc-là que je ne sais plus qui je suis une fois que je lâche. C'est ça en fait. On est tellement longtemps dans la victime, tellement longtemps dans le sauveur, tellement longtemps dans le bourreau, où l'autre nous fait le passer pour le bourreau, ou alors on est le bourreau de l'autre ou le bourreau de soi-même, qu'à la fin on tombe dans le vide, tu vois. Et là, pour ne pas tomber dans le vide et revivre un des statuts, des fois on en a vécu plusieurs, on se sert de la tristesse. Et c'est plus de la tristesse, c'est de la victimisation.
Donc, vivre ses émotions, c'est vivre ses émotions avec soi-même. C'est du reparenting, c'est devenir son parent sain. C'est s'accueillir sans se laisser tomber. C'est se lever pour soi-même aussi. Hein, c'est à travers cette émotion, je découvre ce qui se passe de l'autre côté de moi-même, de l'autre côté de l'émotion. Une fois qu'elle est sortie, je découvre des choses de moi, tu vois. Je récupère de l'énergie, je récupère de la conscience, je récupère des souvenirs même des fois. Une fois que j'ai pleuré un bon coup, ou que j'ai crié un bon coup, que j'ai libéré mon système nerveux, j'ai les idées plus claires. Et grâce à ça, je me suis perdue. J'ai les idées plus claires, j'ai libéré. Oui, et grâce à ça, je vais pouvoir accéder à ma vérité personnelle, ma version de l'histoire, tu vois. Et ma version de l'histoire, je vais avoir besoin de me lever pour la défendre. Donc là, on va rentrer dans la notion de justice personnelle, juridique, thérapeutique. Il y a plusieurs formes de justice. C'est pour ça que les gens qui ont la blessure d'injustice, quand je les accompagne, je leur explique qu'il y a plusieurs formes de justice. Et que suivant la personnalité de la personne que j'ai en face de moi, il va falloir découvrir en soi quelle est la forme de justice qui sera réparatrice pour cette personne. Et moi, par exemple, la justice pénale n'est pas réparatrice pour moi. Enfin, ça m'a jamais parlé, tu vois, ça me parle pas. Ça me parle pas. La justice thérapeutique, oui, ça me parle beaucoup. La justice personnelle aussi. Mais tu vois, en fait, en vivant tes émotions, tu accèdes à des parties de toi qui vont pouvoir poser des actes justes. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à juste mes émotions. Et c'est à travers ces actes justes que tu peux être juste envers toi et arrêter de te trahir, mais c'est aussi à travers ces actes justes que tu peux accéder à une forme de prospérité supérieure à celle que tu connais actuellement. Mais t'as vu, il s'est passé un truc avant que tu passes les actes, les actes. Il s'est passé un truc avant que tu poses les actes justes. T'as lâché une émotion. T'as libéré un fardeau. Tu t'es allégé. Donc il y a plus de place en toi. T'as fait le ménage et t'as foutu dehors des vieux trucs en fait. Tu vois, t'as sorti les poubelles. Faut imagine, je sais pas, une maison remplie de poubelles en fait. Et tu dis, et puis des vieux trucs, tu vois. Il y a des poubelles, il y a des vieux trucs, il y a des vieux meubles, il n'y a plus de place pour circuler dans la maison. Et en fait, à chaque fois que tu vis tes émotions, tu sors des choses. Et donc la vie peut reprendre sa place dans la maison. Et là, tu peux accueillir des choses. Tu peux accueillir de l'argent, de l'amitié, des relations, de la spiritualité, du sens, de la philosophie, de la compassion, des actes justes, entre autres. Tu peux aider, tu peux retrouver ta santé. Il y a de la place pour de la santé. Il y a de la place pour plein de choses quand tu fais ça. Mais si tu as un corps encombré, parce que tu as bien compris, la maison, c'est le corps. Si tu as un corps encombré, rempli d'émotions non digérées, non exprimées, des non-dits, il n'y a pas la place pour l'argent. Pour le reste non plus, tu vois. Et alors le jour où tu te respectes vraiment, la maison, ça peut même devenir un temple, tu vois. Comme disait Jésus. Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il ne parlait pas du temple de Jérusalem. Il parlait de lui. C'est lui le temple. Et en fait, notre corps, c'est un temple dans lequel tu fais grandir des projets, toi, ton être, tes pensées. C'est comme un grand jardin, tu vois. Et c'est sacré. C'est sacré. Et le temple, tu sais, je vais te dire une chose, je vais dire ça. Beaucoup de femmes qui vont me dire oui, mais moi, j'ai vécu des agressions. Mon temple a été souillé. Je sais qu'il y a des femmes qui pensent ça.
Un temple, tu pourras le profaner autant que tu veux. Ça restera un temple. Si toi, tu décides que ça reste un temple, ça restera un temple. Un temple, ça se purifie. On prie dedans, on pardonne, on médite, on le chérit, on l'embellit, on fait brûler de l'encens, on accueille des bonnes choses, on accueille dans un temple, on accueille des dons, tu vois. Donc toute nourriture, par exemple, qui rentre dans le temple, c'est comme des offrandes, tu vois. Toute bonne parole que tu te donnes, le sourire que tu fais dans le miroir le matin, j'espère que tu te souris le matin, tu vois. Ben, tout ça, c'est des offrandes que tu te fais. Et n'oublions pas que ce qui souille le corps, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps. Je réponds encore une fois aux femmes qui pensent avoir été souillées. Ce qui souille le corps, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps. C'est ce qui en sort. C'est ce qui sort de votre bouche. C'est est-ce que vous dites des choses méchantes? Est-ce que vous culpabilisez et rejetez les autres? C'est ça qui salit le temple. Tu vois? Le plus. C'est ça qui salit le plus, le temple. Il y a ce que tu fais aussi. Si tu hurles sur les gens, si tu tapes dans les murs à côté de quelqu'un, sache que ça, c'est considéré comme une violence, tu vois, par la loi. C'est une menace. Tu es en train de menacer cette personne, tu tapes le mur et tu dis, la prochaine fois, c'est toi. Et même tu te rends pas compte que tu es en train de dire ça. Mais tu es en train de le faire. Tu tapes le mur au lieu de taper la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis? Tu vois, il y a un moment, il faut... Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici, qui ont déjà été de l'autre côté, c'est-à-dire face à quelqu'un qui fait ça. Le corps le vit comme s'il recevait le coup de poing. Donc il y a des gens qui peuvent vraiment avoir un traumatisme émotionnel et psychologique parce que quelqu'un a cassé une table devant eux, balancé une télécommande, tapé le mur, voilà. Hein, parce que le corps, lui, il fait pas la différence. Hein, il a l'impression que c'est à lui que c'est en train d'arriver. Le corps et l'esprit. Enfin, ça va être plus l'esprit là pour le coup. Mais le corps aussi, il va le vivre comme ça. Parce que le corps, il croit l'esprit. Donc si c'est réel pour l'esprit, le corps, il le vit de plein fouet. Hein. Voilà. Tout ça, oui, on parlait d'argent, mais bien sûr que on va partir dans d'autres sujets parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu vois, en fait, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre comment tout ça fonctionne. C'est comme, imagine une voiture. Tu me dis, ouais, moi je veux apprendre à comment fonctionne le moteur de la voiture. Si tu n'as pas compris comment fonctionne la voiture dans son ensemble, il y a les roues, comprendre qu'il y a des gens dans la voiture, tu vois, c'est fait pour déplacer des gens à la base. Comprendre qu'il y a un coffre, qu'il y a un système d'éclairage, qu'il y a de l'électricité, peut-être de l'électronique aussi dans la voiture. Si tu comprends pas ça, tu loupes tout un truc qui va faire que tu vas pas tout comprendre dans le moteur en fait. Donc oui, quand on parle de l'argent, il faut comprendre les choses dans leur globalité. Tu ne peux pas parler d'argent sans parler des émotions, du corps, de la pensée, de l'énergie intérieure, de l'énergie extérieure, du grand tout, du lien que tu fais avec les gens aussi. Les gens dont tu reçois cet argent et les gens à qui tu donnes de l'argent. Tu tisses des liens. L'argent, c'est un moyen d'échange entre les gens. Et c'est pas pour rien qu'il y a le mot genre dedans. Argent. Allô. Voilà. Donc, il faut comprendre tout ça dans sa globalité pour comprendre comment fonctionne ma relation avec l'argent. Et là, on a effleuré que le début, parce qu'après, il faut aller voir aussi quelles sont les associations que tu as faites dans l'enfance avec l'argent, comment ça marche dans ta famille, qu'est-ce qu'on t'a appris sur l'argent,
Qu'est-ce que tu penses de la richesse? Qu'est-ce que tu penses des riches? Et tout est fait pour que tu penses des choses négatives des riches, donc tu seras jamais riche, t'inquiète pas. Voilà, sauf si tu commences à penser des choses différentes. Voilà. Mais pour ça, ça veut dire peut-être changer de modèle aussi. Bah oui, parce que tu vois, Epstein par exemple, il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Il était très pauvre intérieurement, mais il avait beaucoup d'argent. Et mais c'est pas un bon modèle de richesse, tu vois. Il va falloir trouver un bon modèle de richesse. Je sais pas, Keanu Reeves, il est sympa, tu vois. Keanu Reeves, ça peut être un bon modèle de richesse. Et d'ailleurs, dans sa fortune, il n'a pas touché grand-chose. Je crois qu'il a donné énormément à des associations caritatives. Tu peux avoir d'autres modèles de richesse. Et ça dépend de la richesse que tu cherches. Richesse intérieure, tu vas peut-être pas choisir, tu vois, la même chose. Voilà. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai aucune idée de combien de temps. Ouais, bon, voilà. Allez, ciao, ciao.